Bonjour, on va faire la deuxième partie du cours sur la liberté, le deuxième round entre la vision de Nozick et la vision de Hegel. Mais il y a une petite astuce, c'est qu'en fait, quand j'ai voulu expliquer le truc de Hegel, j'ai dû expliquer la notion de dialectique, et ça m'a pris tellement de temps qu'en fait, il y aura 2 vidéos supplémentaires. En effet, pour discuter de la vision de la liberté chez Hegel, en fait, je voulais parler d'un passage super méga très célèbre, il y a plein de vidéos déjà, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Problème, le mot de dialectique, franchement, c'est pas le truc qu'on utilise tous les jours, il fallait d'abord que j'explique. Donc j'ai fait un plan en 3 parties, comme Hegel. La partie 1 va expliquer ce que c'est que la dialectique. La partie 2 va expliquer le rapport entre conscience et dialectique à travers le concept de reconnaissance. Et déjà ça m'a pris entre 10 et 15 minutes. Donc l'explication de la liberté chez Hegel, ça sera dans une autre vidéo. Mais je vous recommande vraiment de regarder d'abord celle-là pour comprendre la suite. Allons-y, c'est quoi la dialectique? Alors, la dialectique, c'est un mot un peu marrant, sympathique à ressortir à table, et c'est surtout une notion fondamentale pour comprendre ce que dit Hegel. Alors, c'est pas le premier à parler de dialectique, il y a des Grecs très longtemps avant qui en parlent, mais il lui donne un sens très particulier. Une phrase qui essaie d'expliquer, de résumer ça plutôt d'ailleurs, c'est la phrase suivante, qui dit qu'il faut, pour comprendre Hegel dans la préface de la phénoménologie, il dit qu'il faut considérer le vrai non pas comme une substance, mais tout aussi bien comme un sujet. Alors, phrase énigmatique. La substance, comme le disait déjà Descartes un petit peu avant, c'est ce qui n'a besoin de rien d'autre que lui-même pour être ce qu'il est. En traduction française, une substance, c'est quelque chose qui arrive à être par elle-même. Alors il y a des choses qui ne sont pas des substances. Par exemple, une couleur n'est pas une substance car une couleur a besoin d'autre chose qu'elle pour exister. La couleur est toujours la couleur d'un objet, d'un matériau. Donc la couleur est plutôt de l'ordre de ce qu'en philosophie on appelle l'accident. Alors le vrai, une substance, ça voudrait dire quoi? Dire que le vrai n'est pas une substance mais aussi toujours un sujet, ça veut dire que le vrai n'est pas une certaine quantité d'informations que je pourrais déposer par exemple dans un livre. Et donc le vrai, la connaissance, c'est pas réductible à cette liste des vérités. En fait, pour avoir une vérité, pour comprendre et appréhender le vrai, dit-il, il faut toujours qu'il y ait un processus, un travail, un passage par plusieurs étapes. Très abstrait. Exemple à la pluie. J'ai pris un exemple qui est dans la préface de la phénoménologie de l'esprit. Dans cette préface, Hegel prend l'image de la plante, du végétal, de la vie. Pour comprendre la vérité, que la vérité est sujet, qu'elle est comme un être vivant, il va prendre l'exemple, par exemple, moi, d'un tournesol. Tiens, alors, mettons qu'on essaie de comprendre ce que c'est qu'un tournesol, ça veut dire quoi? D'abord, on pourrait dire, tiens, un tournesol, c'est une graine, parce qu'il n'y a aucune plante qui arrive à naître autrement qu'une graine, en tout cas chez les tournesols. Alors je peux connaître la graine, elle pèse tel poids, elle germe dans telles conditions, elle a telle taille, telle couleur, elle subsiste tel nombre d'années dans le sol. Mais au-delà de la graine, le plant de tournesol, c'est justement une plante en croissance qui, par ses racines, va puiser tel type de nutriments, qui a besoin de tel ensoleillement, qui a besoin de telle quantité d'eau, qui aime tel type de sol, qui déteste tel type de sol. Et enfin, cette plante elle-même, elle a pour but, et c'est ça finalement sa vérité, si on parlait comme Hegel, elle a simplement pour but d'arriver à une fleur qui va être plus ou moins jaune, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. On peut s'en servir pour des usages agricoles ou pour des usages de décoration. Et cette fleur elle-même, en un sens, elle n'existe que pour donner quoi? Une graine, le truc qu'on avait vu au préalable. Donc finalement, une plante aussi bête qu'un tournesol, c'est pas les trucs les plus compliqués du monde. C'est plein d'étapes différentes et en fait qu'on arrive tout à fait à séparer et pourtant en fait ça n'est pas une seule de ces étapes. C'est le mélange un peu compliqué de toutes ces étapes entre elles. Et ce mélange, eh bien, c'est la notion allemande assez difficile à traduire, paraît-il, de Aufhebung qui le résume. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la plante en séparant chacun de ces trucs-là. Il faut comprendre chacune de ces étapes, graines, plantes, fleurs, et chacune de ces étapes par rapport à la précédente, elle détruit l'étape précédente, mais en un sens, elle en conserve. C'est bien la même, par exemple, le patrimoine génétique qui est conservé entre la graine, la plante et la fleur. Mais aussi, à chaque fois, après l'avoir détruit et conservé, elle le dépasse. La plante, c'est la réussite de la graine. La fleur, c'est la réussite de la plante. Et la graine, c'est la réussite de la fleur. Etc. etc. Cela s'appelle Aufhebung. Détruire, conserver et dépasser.
Cela veut dire, si jamais on prend l'image de ce tournesol, qu'en réalité, comprendre ce que c'est qu'une plante, c'est comprendre le passage de chacun de ces états différents qui détruit le précédent, mais chaque état différent est aussi en un sens le succès, la réussite de l'état précédent. Et d'ailleurs, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça, on ne peut pas dire que la fleur est simplement le dépassement de la plante le dépassement de la graine. La fleur elle-même n'existe et elle ne fait son boulot finalement que si jamais elle produit suffisamment de graines qui ensuite elles-mêmes redeviendront des fleurs. Donc j'ai insisté dans le petit texte sur les mots essentiels. Quand on parle de dialectique, quand on dit que quelque chose est de nature dialectique chez Hegel, ça veut dire que il y a différents moments, chacun de ces moments est en un sens un moment important, un moment vrai, mais si jamais on restait à un seul de ces moments, ou à une addition de ces moments, on ne comprendrait pas tout. Comprendre le tournesol, ce n'est pas comprendre la fleur ou la graine, ou la fleur plus la graine, c'est comprendre le passage continu, cyclique de tout ça. C'est pour ça que c'est évident l'image de la vie qui est la plus importante chez Hegel. L'unité organique, c'est l'unité d'un organisme dans toutes les parties confondues. Alors voilà, il est assez clair que pour Hegel, le vrai, ce qui est important, c'est quand on est capable de passer de toutes ces étapes au résultat. Car en réalité, il y a chez les êtres humains une tendance assez forte à vouloir faire des raccourcis, des résumés. C'est pour ça d'ailleurs que c'est dans la préface qu'il en parle. En gros, il écrit une préface pour expliquer qu'il n'y a pas grand-chose à dire dans une préface. Le seul moyen de comprendre pour de vrai une vérité, c'est de faire l'intégralité du chemin, chacune de ces étapes. Alors, ça pourrait paraître tout à fait évident dans le cas de la biologie, mais allons plus loin. C'est tout à fait évident aussi dans le domaine, pourtant qui semble très étrange, des mathématiques. Si vous avez déjà fait des exercices de mathématiques au lycée, vous voyez bien que c'est un peu pénible, on se dit, ben voilà, on me demande de démontrer tel résultat, ils l'ont déjà le résultat, à quoi ça sert? Ben justement, parce que le principe des mathématiques, ce n'est pas de faire une liste des vérités qu'on a démontrées, c'est de voir si on est capable, nous-mêmes, de faire ce chemin. Et d'ailleurs, si jamais nous, on ne faisait pas la démonstration, si on disait, oui, ben, les profs de maths, ils ont bien prouvé que ceci, cela. En réalité, est-ce qu'on pourrait dire que nous, on aurait un véritable savoir? Non, ça serait faire une confiance excessive aux mathématiciens ou aux physiciens ou à n'importe qui. Donc savoir, pour de vrai, si on ne veut pas s'en tenir au résultat nu, hein, qui est donc un cadavre selon Hegel, savoir pour de vrai, c'est être capable d'accomplir ce chemin, de passer de l'étape numéro 1 à la 2, puis à la 3, puis à la 4, et de faire le cercle, le signe de tous ces passages. La dialectique, donc, on revient à l'étymologie du terme, c'est un discours qui est capable de passer à travers, dia, comme diagonale, à travers la figure, passer à travers toutes les étapes de la vérité. Et tant qu'on ne fait pas ça, on n'a qu'une petite partie de la vérité. Le résultat n'est qu'une partie morte de la vérité, il faut la vivifier en faisant le passage intégral. Bien. Eh bien, comment est-ce qu'on applique ça à la conscience? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on l'applique à la conscience alors qu'on voulait parler de liberté? Alors, on peut partir d'une question simple. Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, il s'intéresse à une question, c'est celle de la conscience, du fait d'être soi. Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire avoir conscience de qui on est? Il y a toujours une première partie de données, il y a toujours des faits physiques ou psychologiques bruts. Je suis brun, je fais 1m75, j'ai les yeux marrons, j'ai de l'eczéma, je rigole facilement, patati et patata. Voilà. Donc il y a plein de choses qui me définissent. Toutes ces choses-là, j'ai pas besoin de les regarder pour qu'elles soient vraies. Hein. J'ai les yeux marrons même sans regarder mes yeux. J'ai de l'eczéma même sans regarder l'eczéma. Bon. Tout ça, ce sont des choses qui constituent mon identité et on pourrait dire à quoi ça sert cette histoire de conscience, je suis ce que je suis. D'ailleurs, je ne le choisis pas, je ne suis pas libre par rapport à ça. Tout ce factuel, tout ce donné, tout cet ensemble de choses qui sont et que je ne peux pas changer, et que d'ailleurs je n'ai pas besoin de connaître, il appelle ça l'en-soi. Alors ne me demandez pas pourquoi, on va gagner du temps. Mais, en réalité, être brun, avoir 1m75, de l'eczéma, pas de l'eczéma, tout ça c'est sympathique, mais c'est pas vraiment ça que j'appelle mon identité. Mon identité, c'est savoir comment je me vis, comment je me vois. Par exemple, est-ce que je me sens tout simplement beau ou moins pas trop moche? Ce genre de choses-là. C'est pour ça que qui on est, notre être, c'est toujours, dit-il, une conscience de soi. Il faut qu'on prenne conscience de tout cet en soi pour que ça devienne véritablement nous-mêmes. Eh bien, quand on dit que ça devient vraiment nous-mêmes, quand il faut qu'on prenne conscience de ça, il appelle ça le pour soi. Je suis brun, eczémateux, etc. Il faut que j'en prenne conscience pour que cette identité, elle devienne mon identité
pour moi. Alors comment on fait ça? Premier élément, on pourrait dire t'as qu'à regarder dans un miroir, si on prend l'image physique. Oui, bien sûr, mais pour de vrai, reprenons l'exemple de l'apparence, qui pourtant est déjà un exemple assez facile. En fait, c'est pas suffisant de se regarder matin et soir dans la glace pour savoir ce qu'on a vraiment envie de savoir. Et ce qu'on veut vraiment savoir dans notre apparence, c'est est-ce qu'elle est sympa cette apparence, est-ce qu'elle est belle, ou est-ce qu'au moins elle est pas trop moche, quoi. C'est pas du tout du miroir qu'on va s'utiliser, qu'on va s'autoriser pour vraiment se rassurer ou s'inquiéter d'ailleurs. Si on reprend l'exemple de l'image de l'apparence, c'est d'abord en passant par autrui qui me reconnaît et m'aide à me connaître. Alors j'irai même plus loin. En fait, se sentir beau ou pas trop moche, en gros, pas complexé, tiens par exemple. Ce n'est pas en regardant un miroir, c'est d'abord dans le regard des autres ou même dans le discours des autres qu'on va le découvrir. Et je dis bien qu'on va le découvrir parce qu'en fait, c'est pas eux qui me confirment ah ouais finalement t'es pas trop moche ou au contraire tu l'es. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais la plupart du temps avoir dans ma tête les idées que les autres me renvoient. Il n'y a pas d'un côté, je fais l'inventaire de mes qualités physiques et psychologiques, puis après, je me demande est-ce que les autres les ont bien comprises. En réalité, si on est un peu honnête, et qu'on se rappelle que d'ailleurs on a eu une enfance, il faut bien voir que c'est ce que nous renvoie notre entourage qui va devenir le point de départ de notre identité, de notre pour-soi. C'est pour ça que le plus important pour Hegel, c'est d'expliquer que la conscience est une reconnaissance. En fait, le contenu de mon identité individuelle, il m'est renvoyé par les autres. Et malheureusement aussi, j'ai pris une image de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick ici, malheureusement aussi, si jamais on se retrouve complexé ou avec une image de soi très pourrie, c'est aussi très souvent parce qu'au départ, notre entourage, avant tout familial, nous a traités comme si on était un moche, un con, etc. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est qu'en fait on se rend bien compte, surtout quand on est parent, comme c'est mon cas, que l'enfant absorbe par processus de reconnaissance tout ce qu'on lui renvoie. Bien, il faut passer par les autres pour savoir qui on est, et on en a besoin aussi régulièrement pour se voir confirmer. Voilà ce que c'est que prendre conscience de soi, savoir qui on est. Voilà, la vidéo est trop longue, donc je la coupe en deux. On a montré jusqu'à présent ce que c'était que l'idée de reconnaissance et de conscience chez Hegel. Alors on a fait ça parce que déjà on peut comprendre que chez Nozick on avait une vision individualiste de la liberté. Il n'y a pas à réfléchir sur ce qu'est l'autre pour comprendre ce qu'est ma liberté. De l'autre côté, on voit bien que Hegel, de toute façon, pour être quelque chose, pour être une conscience libre, j'ai besoin que la reconnaissance des autres. Ce qui veut dire que de toute façon, on a déjà une opposition complètement radicale entre une liberté de l'individu et une liberté qui suppose le passage par les autres, chez Hegel. On va ensuite pouvoir comprendre tout ce que ça raconte, cette célèbre dialectique du maître et de l'esclave, ou du maître et du serviteur, mais pour ça, il va falloir cliquer très très vite sur la prochaine vidéo. J'espère que je vous y retrouve.